Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo sociologique et anthropologique pour vous parler des Français, pour vous parler de l'esprit de caste, ou plutôt de l'esprit de serre des Français qui est issu de notre culture française et de notre société qui était basée en partie sur le servage. Alors il faut faire attention, le servage en France n'a rien à voir avec le servage en Russie. C'est pour ça que je vais faire cette petite vidéo pour vous montrer les différences qu'il y a entre le servage en France et le servage en Russie, mais pour vous dire aussi que par exemple l'Allemagne n'est pas du tout un pays qui est basé sur le servage. Alors beaucoup de gens qui me suivent ne connaissent pas forcément ce qu'est un cerf. Alors je ne parle pas d'un cerf avec des bois, je parle d'un cerf qui est le statut d'un paysan qui appartient au suzerain, à son seigneur qui a des droits. Alors il a plus de droits qu'un esclave, mais qui appartient à son seigneur avec sa terre. Alors, cette petite vidéo va vous faire comprendre pourquoi les Français ont cette mentalité de serf, qui est quelque part un peu une mentalité d'esclave, qui leur colle à la peau, comme la merde colle sous la semelle. Alors, donc j'ai demandé à ChatGPT, alors il faut se méfier bien sûr des IA qui sont souvent biaisées, et les faire travailler sur des sujets très factuels en évitant de leur demander des avis parce qu'elles n'ont pas accès à des choses qui sont en dehors, on va dire, de la convenance ou de ce qui est établi depuis très longtemps. Alors on a demandé à ChatGPT qui nous fait un petit bilan du servage. Alors qu'est-ce que le servage ? Alors le servage, alors c'est ChatGPT, mais c'est comme un dictionnaire, vous inquiétez pas, on ne va pas s'amuser à lui poser des questions et lui demander des avis. Le servage est une forme d'asservissement caractéristique du système féodal. Le serf n'était pas un esclave, il avait des droits, mais il était attaché à sa terre. Il ne pouvait ni la quitter, ni la vendre, et devait divers services et redevances au seigneur. D'où un peu cet esprit de soumission en France, Il y a ceux de la haute et ceux d'en bas, tout cet esprit de caste que l'on retrouve en France. On peut aussi le retrouver en étudiant par exemple les films porno, par exemple les Marc Dorcel, qui sont des films où toujours il y a cet esprit de caste, avec le châtelain qui va baiser la soubrette, ou la châtelaine qui va des fois se faire emmancher par le jardinier ou le palefrenier ou le chauffeur. Alors, les spécificités du servage en France. Le servage en France se distingue par plusieurs éléments. Une institution féodale très structurée. Dès le IXe siècle, après la chute de l'Empire carolingien, le royaume de France devient un patchwork de seigneuries où le pouvoir royal est très faible. Les seigneurs exercent tous... Je reprends, Alors, les triarchisés, alors institution, alors patchwork, les seigneurs exercent tous les pouvoirs judiciaires, économiques, militaires. Cela crée une société très hiérarchisée, ancrée dans la terre, avec des liens d'allégeance rigides. Une lente disparition entre le XIIIe siècle et le XVIIIe siècle. Le servage commence à disparaître progressivement à partir du XIIIe à partir du XIIIe siècle. Dans le nord de la France, pays de coutume, plus lentement dans le sud, pays de droit écrit. Mais dans certaines régions, comme la Franche-Comté ou l'Auvergne, des formes de servage subsistent jusqu'au XVIIIe siècle. Il faut savoir que quand on est au nord, on est près des Allemands, donc d'une mentalité qui ne connaît pas le servage, donc on l'a subi aussi, c'est-à-dire qu'on en prend aussi un peu, et on commence à comprendre qu'il y a d'autres systèmes. La survivance mentale et sociale. Même après la disparition juridique du servage, l'ordre social
féodale reste intacte. L'idée que certains sont nés pour obéir et d'autres pour commander s'inscrit profondément dans la culture française bien sûr. Cette hiérarchisation sociale est justifiée par la religion, la tradition et l'origine noble que l'on rencontre encore. Vous savez qu'en France, c'est un des pays d'Europe où il y a moins de mobilité sociale, c'est ancré chez nous, et où, en général, on meurt dans le milieu social qui nous a vu naître. Les montées sont très difficiles, et quand il y a une montée sociale, les mélanges sont très rares, en général, entre un type qui est arrivé et quelqu'un de la haute, ou une fille de la haute. Ça se passe difficilement, de plus en plus, mais c'est quand même pas évident, parce qu'on a tout cet héritage culturel qui fait que la France est réellement un pays de serfs, et il y a une mentalité de serfs chez ce pauvre peuple de France. Mais bientôt, bien sûr, nous sommes aussi en partie, on va dire, remplacés ou grand remplacés, ce qui met dans notre société française des individus qui n'ont pas du tout cette mentalité de serf. Alors, l'héritage du servage, esprit de caste et de classe, caste nobiliaire. Sous l'Ancien Régime, la noblesse ne paye pas d'impôts, détient les charges les plus prestigieuses et se distingue par le sang, la naissance. L'ordre des 3 états, clergé, noblesse, tiers-état, et une hiérarchie de type castal, même si non religieuse, codifiée comme en Inde. La classe sociale et immobilisme. Même après la Révolution française, 1789, les mentalités féodales persistent, la bourgeoisie prend la place de la noblesse, elle a voulu prendre sa place tout simplement, elle n'a pas voulu changer le droit des pauvres, mais conserve son esprit de supériorité. La promotion sociale reste très difficile dans de nombreux cas, le prestige du titre, du rang, du diplôme devient un substitut moderne à la noblesse d'autrefois. La méfiance envers l'égalité. En France, le mot égalité est sacré, mais l'égalité réelle est souvent contrecarrée par des pratiques héritées du passé, l'obsession du statut, du rang social, que ce soit dans l'administration, les grandes écoles ou la culture, est une trace directe de l'ancienne hiérarchie féodale. Un peu comme moi, quand je fais des découvertes scientifiques, on vient me dire qui es-tu, d'où viens-tu, es-tu diplômé, alors qu'on devrait factuellement regarder ce que je dis, mais bien sûr, seule la naissance compte et le diplôme qui est en général lié à la naissance, puisque ne peuvent accéder aux grandes écoles ou aux écoles spécialisées que les enfants qui font partie du milieu où les parents ont déjà été dans ces écoles et ont déjà fréquenté les bancs de ces écoles et connaissent le fonctionnement de ces écoles. Autrement, la montée sociale se fait très difficilement en France. En résumé, le servage français a produit une société très rigide, structurée par la naissance, la terre et la hiérarchie. Même après sa disparition légale, il a laissé un imaginaire social durable, le respect de l'ordre, l'infériorité naturelle des uns et la supériorité acquise des autres. Cet héritage féodal s'est transmuté en esprit de classe, puis en élite méritocratique, sans jamais vraiment disparaître. C'est un peu ce que j'ai subi avec les zététiciens, ou des types qui étaient des petits diplômés, m'en voulaient de ne faire pas partie de leur caste, la caste, on va dire, des petits diplômés universitaires, ayant fréquenté les bancs de l'université et de la faculté, et étant capable de réussir par moi-même et ainsi de court-circuiter ce système de caste rigide dans lequel ils se complaisent. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la différence de servage en fonction des pays pour que vous compreniez que, en fonction de l'endroit où le servage est appliqué, le servage ne s'applique justement pas de la même façon, et l'un va générer le socialisme soviétique et ensuite la mentalité russe moderne, et l'autre servage, le français par exemple, va générer cet esprit de caste, cet esprit étriqué, cet esprit de mépris de celui qui est inférieur et d'admiration et de jalousie, celui qui est de la caste supérieure ou de la classe supérieure, et de mépris et de peur en même temps de celui qui est de la classe ou la caste inférieure, comme en France, ce qui n'a rien à voir. Alors, je me suis fait envoyer
des petits textes sur le servage que j'avais fait avec ChatGPT pour faire la comparaison du servage en France et en Russie. Alors, ce qui m'avait vraiment étonné sur le servage en Russie, moi qui ai baigné dans cette immonde société française de caste que j'ai subie, puisque j'ai vécu la rue, alors je suis monté, et même en montant et en étant numéro 1 mondial, j'ai encore des abrutis qui viennent me parler avec mépris et condescendance parce que je n'ai pas leur diplôme, eux qui n'ont rien fait, alors que moi j'ai brillé dans le monde entier et je brille encore dans le monde entier par mon travail, reconnu dans le monde entier, mais jalousé par cette bande de couillons. Alors, ce qui m'avait vraiment interrogé sur le servage, c'est d'avoir lu Tolstoï. Alors j'ai quasiment lu tout Tolstoï, et j'ai fait 2 fois Guerre et Paix. Et dans Guerre et Paix, il y a un passage où le noble ou un noble va mettre en gestion je crois que c'est dans Guerre et Paix, ses terres, et pour la mettre en gestion, parce que lui, il est à Saint-Pétersbourg, je crois, ou à Moscou, il fait un peu les deux, il ne peut pas le faire lui-même, donc il va faire élire par ses serfs ceux qui administreront son territoire. Et bien sûr, celui qui va être élu, c'est un serf parmi les serfs, donc quelqu'un qui est déjà de la communauté des serfs et qui va quelque part être élu par les serfs pour le noble. Donc vous voyez déjà les prémices d'un communautarisme soviétique. En plus, comme les territoires sont très grands en Russie, c'est de vastes espaces, souvent le noble qui va à Saint-Pétersbourg, à la cour, ou à Moscou, ne peut pas gérer lui-même et est très lointain, et très loin de sa terre, et il y va que quelquefois. Donc il a beaucoup moins d'influence sur ses serfs qui peuvent des fois se barrer s'ils en ont marre, et qui sont moins moins attachés à leur terre, et qui peuvent, en cas de problème, fuir dans la vaste forêt russe ou dans la steppe, dans la plaine russe, pour vivre leur vie de Russes, seuls peut-être, ou avec leur famille, donc une espèce d'indépendance ou de capacité à fuir dans ces vastes espaces une pression de l'aristocratie. Alors c'est intéressant de le comprendre, c'est pas du tout les mêmes structures sociales et les mêmes espaces aussi. Alors je vous fais ce petit texte là qui avait été un peu plus travaillé. Le servage en France, une forme d'esclavage doux. Le servage est une forme d'asservissement légal différent de l'esclavage au sens strict, où l'être est considéré comme un bien, un meuble, mais proche dans ses conséquences. Le serf ne peut pas quitter la terre où il est né. Il doit des corvées, impôts et redevances à son seigneur. Il n'a pas de droit politique, peu de liberté personnelle. Son statut est héréditaire. Les enfants naissent serfs comme leurs parents. En ce sens, le servage est une forme d'esclavage féodal. Certes chrétien et encadré, mais profondément inégalitaire et oppressif. C'est le servage français, vraiment typiquement français. Fin du progressisme du servage, mais pas du conditionnement mental. En France, le servage commence à reculer au XIVe siècle et disparaît légalement au cours du XVIIIe siècle, notamment avec la Révolution de 1789. Ça fait pas longtemps, donc ça, le temps pendant des centaines et des centaines d'années, en vérité c'est des milliers d'années, on est en milliers d'années, puisque c'est un peu une forme de système de caste, un peu celtique. Mais attention, la culture de soumission ne disparaît pas du jour au lendemain en France. Même quand les chaînes tombent, l'esprit peut rester enchaîné. Héritage psychologique et social. Certains penseurs comme Nietzsche, Foucault ou même Frédéric Delavier, c'est moi, diraient que le peuple a été conditionné à l'obéissance. L'État s'est substitué au seigneur féodal. Le travail, l'impôt et la dette remplacent la corvée. Aujourd'hui, la liberté apparente dissimule un servage moderne, fait de dépendance économique, de surveillance numérique et de peur sociale. N'oubliez pas que les
castes travailleuses, productrices, sont souvent obligées de produire et ont peur de tomber, parce qu'elles sont prises à la gorge par des impôts, et aussi par des crédits, crédits au logement, crédits sur leur outils de travail. C'est une forme d'asservissement. Elles sont attachées à leur travail parce que l'État et la banque peut les faire tomber. L'État et la banque marchent en général main dans la main. Ce sont les copains qui se mettent en place et qui mettent en place leur politique. Donc c'est un système cynique et dur où le servage dure encore en France. La France aujourd'hui, c'est du servage moderne. Si on suit cette logique, le salariat contraint, l'endettement, la fiscalité lourde, les règles étatiques omniprésentes peuvent être vues comme une forme de servage reconfiguré. C'est-à-dire qu'on change de nom, mais on maintient ce servage. Évidemment, maintenant vous avez Internet, YouPorn, le PMU, quelques activités agréables, les réseaux sociaux, mais globalement, vous restez des esclaves pris à la gorge par votre endettement, par votre logement qui coûte une fortune, parce que vous êtes rarement propriétaire, ou autrement, vous allez payer à crédit extrêmement longtemps et très cher un appartement pour pouvoir avoir l'impression d'être libre. Mais non, votre appartement ne vous appartiendra pas, puisqu'il appartient en dernier recours à la banque, tant que vous n'avez pas payé votre dernière solde. Donc, l'illusion du choix électoral, professionnel et géographique serait une nouvelle laisse dorée. Le peuple est libre, mais dans les limites que le système lui permet. C'est-à-dire, vous votez pour ceux qu'on vous dit de voter, grâce ou à cause des médias. Et en fin de compte, l'important, c'est que vous continuez à payer vos taxes, à payer votre crédit, et bien sûr à continuer à travailler pour ceux qui sont en place, c'est-à-dire les politiques mis en place par ceux qui possèdent les médias, c'est-à-dire les grosses structures productrices et les banques. Voilà. Conclusion, la France a un passé profondément féodal et les mécanismes de soumission et d'obéissance se sont transformés plus qu'ils n'ont disparu. La République a remplacé la monarchie, mais le fond mental du servage, lui, a parfois simplement changé de costume. Voilà. Alors, on pourra comparer avec la Russie, mais c'est très intéressant de comprendre que la France est encore un pays de serfs et un pays de caste où les montées sociales sont plutôt rares, et il n'y a pas possibilité pour la plupart des gens d'avoir une véritable évolution. On vous montre des gens qui ont réussi, mais souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt, si vous voulez. Voilà. Alors, ensuite, le servage russe. Et ça, c'est intéressant de comprendre qu'il y a plusieurs types de servage qui vont donner différents types de mentalités, soit une mentalité d'esclave, comme en France, soit une mentalité russe de, on va dire, je m'en foutisme, tricheur révolutionnaire. Alors, le servage russe, centralisation du pouvoir, mais délégation locale. En Russie impériale, surtout à partir du XVIIe siècle, le noble propriétaire, pomiehnik, vit souvent à Moscou ou Saint-Pétersbourg, loin de ses terres. Alors, il faut savoir que si je vous parle de la Russie, c'est parce que je connais bien la Russie et les Russes, ayant vécu de nombreuses années et travaillé, c'est-à-dire vécu, c'est-à-dire couché, et travaillé avec les Russes. C'est comme ça qu'on connaît bien les peuples. Et je vis moi-même à l'Est, donc assez proche des Slaves, même si les Hongrois ne sont pas des Slaves, depuis plus de 30 ans. Donc je fréquente cet Est qui est très enslavé. Alors le Russe, le noble, n'administre pas directement ses serfs. L'administration locale est souvent confiée à un intendant, souvent lui-même un serf ou un affranchi. On parle de starosta ou d'ancien élu par la communauté paysanne. Vous voyez, le servage n'a rien à voir. Cela a laissé une forme d'organisation communautaire fondée sur la solidarité et la gestion collective, bien que toujours sous autorité du seigneur lointain. Alors c'est une préfiguration du socialisme russe. Les penseurs comme Arzen, Taktchev, puis Lénine et autres ont vu dans le MIR une base sociale existante non capitaliste. Alors Delavier l'a vu aussi, mais plus tard, c'est moi. La structure égalitaire est autogérée.
un modèle alternatif au capitalisme occidental. Certains ont cru que la Russie pourrait passer au socialisme sans passer par le capitalisme, grâce à ses structures paysannes communautaires. Comparaison, alors est-ce que j'ai... comparaison avec la France, ben je ne l'ai pas. Où est-ce que je l'ai alors ensuite, conclusion. Alors oui, le servage russe, bien que brutal, a préservé des formes d'organisation communautaire inédites en Europe de l'Ouest. Cela a posé les bases psychologiques, sociales et matérielles d'un socialisme russe, très différent du marxisme ouvrier occidental. Alors moi, j'explique que la Russie est étant immense, le cerf ou le dissident peut fuir et s'établir en forêt ou ailleurs. Hein. Il n'y a pas de problème, la Russie est vaste, hein, la vaste plaine, la vaste forêt russe. Alors, une mémoire sociale différente. En France, le peuple, on compare, hein, le peuple a été soumis par une classe aristocratique omniprésente, puis par un État centralisé fort, d'où une tradition individualiste mais méfiante du pouvoir. En Russie, le peuple a connu l'oppression, mais a aussi expérimenté l'autogestion, d'où une facilité à accepter l'idée d'un collectif puissant, y compris sous la forme autoritaire URSS. Vous voyez, on voit les prémices du socialisme, hein, c'est dans l'âme de ce peuple et c'est déjà dans l'âme des serfs. Hein. Alors qu'en France, ça n'a pas vraiment changé et on sait que ceux qui dirigent sont les fils d'eux et ont été nommés par leur famille ou leurs copains, faisant partie déjà de la caste et du groupe. Donc on se méfie totalement de celui qui dirige en sachant que la plupart du temps, il est incompétent. C'est très intéressant à comprendre. Alors, le servage russe, bien que brutal, a préservé une forme d'organisation communautaire inédite en Europe de l'Ouest. Alors, historiquement, les vieux croyants, race solénique, persécutés par l'avantage qu'on peut fuir aussi avec le servage en cas de problème, hein, à cause de le vaste territoire. Et là, on revient, les vieux croyants comme Raskolniki, persécutés par l'église orthodoxe officielle, ont fui dans les forêts de Sibérie. Des communautés de paysannes libres, comme les Cosaques, se sont établies dans les zones éloignées, échappant partiellement à l'autorité du tsar. Le servage était parfois contourné par la fuite, ce qui était presque impossible dans les royaumes européens plus petits. Si vous voulez, comme les vastes espaces russes permettaient de fuir, il n'y avait pas ce sentiment oppressant d'être un esclave. On était serf, mais on pouvait être libre si on le voulait. Mais à ce moment-là, on était responsable de notre fuite et on se barrait dans les vastes terres libres face à la nature. Mais là, on avait toute une chance d'être libre, même si on était dans un milieu très dur. Liberté par l'espace contre liberté par le droit. C'était la comparaison que vous pouvez faire entre la France et la Russie. Alors ce point est fondamental pour comprendre la mentalité russe ainsi que certaines différences profondes entre les sociétés occidentales et la Russie. La géographie comme refuge, la forêt, l'espace, la fuite, la Russie, par sa gigantesque étendue, a toujours offert aux individus une possibilité d'évasion que n'avaient pas les pays d'Europe occidentale, beaucoup plus densément peuplés et surveillés. Quand l'ordre devient supportable, le Russe peut fuir vers la steppe, la taïga ou la Sibérie. C'est une idée presque mythique, la forêt comme liberté. Il faut voir comme les Russes, quand vous vivez avec des Russes, comme la forêt est considérée comme quelque chose de salvateur, de sauveur et de profond, la profonde forêt russe dans laquelle on trouve sa liberté. C'est classique de la culture russe et la réussite en Russie, c'est de pouvoir avoir son refuge en forêt, sa grande maison en forêt, sa propriété en forêt, où les Russes riches aiment pouvoir se réfugier, sa datcha, qui est en vérité un symbole de liberté, la liberté de pouvoir être loin des villes et être loin de la hiérarchie, libre comme un Russe dans sa forêt, dans ses vastes espaces, dans sa vaste plaine, plaine aux maps, plaine aux monuments, plaine, ça se retrouve dans les chansons populaires russes. Conséquence psychologique, une autre relation à l'État. En Occident,
c'est surtout en France, on va dire. L'État est vu comme nécessaire pour garantir les libertés, contrat droit-loi. En Russie, l'État est souvent vu comme extérieur, lointain, pesant, auquel il faut échapper, ruser ou se soumettre momentanément sans jamais vraiment y croire. On a tout le temps la liberté, alors que en France, on est soumis à l'État, et c'est vraiment très pesant. On ne peut pas fuir, donc on est obligé d'essayer de faire valoir ses droits par des contrats et des lois. L'État ne nous protège, en Russie, l'État ne nous protège pas, il nous surveille, et il vaut mieux être oublié par le pouvoir que regarder. Il y a tout le temps cette capacité de se faire oublier en Russie, de partir loin. C'est la Russie, les vastes espaces russes qui permettent ça et qui rendent le russe, malgré sa situation des fois de pauvreté, plus libre que le pauvre français dans son espace restreint, soumis à un système de caste qui l'emprisonne. La forêt comme archétype, la forêt sibérienne, froide, silencieuse, devient le symbole de solitude et en même temps de liberté. Liberté par l'espace contre liberté par le droit, mentalité russe, fuir l'oppression à la nature, mentalité occidentale, changer l'oppression par la loi, liberté pour le russe égale retour à la nature, liberté égale construction institutionnelle pour l'européen, on va dire plutôt pour le français. L'homme libre, celui qui part seul. En France, l'homme libre, celui qui vote ensemble. C'est une illusion, bien sûr. Conséquence psychologique, une autre relation en État. En Occident, l'État est vu comme nécessaire pour garantir les libertés contre les lois. En Russie, on s'en méfie un peu. De toute façon, on a l'espace pour le fuir. On le subit, et puis on aime les hommes forts aussi. Voilà. Aujourd'hui encore, en Russie profonde, comme refuge mental, même dans la Russie moderne, beaucoup rêvent de partir vivre dans un isba, au calme. Il y a un mépris latent des villes occidentalisées, vues comme décadentes. Le désengagement politique est fréquent. Je ne vote pas, je m'en fous, je vis ma vie loin de ça. Voilà, conclusion, oui, la possibilité de fuir très loin, modeler la mentalité russe unique. La liberté russe, la liberté russe n'est pas celle du citoyen qui revendique, qui se revendique, alors oui, bon, on s'en fout un peu. Conclusion, oui, la possibilité de fuir très loin, modeler une mentalité unique. La liberté russe n'est pas celle du citoyen qui revendique, mais celle de l'homme qui disparaît dans l'immensité et échappe au pouvoir par la distance. Voilà un peu ce que je voulais dire sur la Russie et sur la France. Alors il y a d'autres systèmes qui n'ont pas de système de servage, un peu comme l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas du tout de système de servage par rapport à la France, puisque l'Allemagne est un pays qui est constitué d'un patchwork d'États, alors d'États féodal, d'États ecclésiastiques, de républiques, de petites républiques, tout un ensemble d'États où le servage n'existe pas vraiment, ou il n'existe même pas, et où il y a une espèce de méritocratie interne. Souvent, la noblesse est élue par les corporations en fonction des États. Alors ces États se font souvent la guerre, alors guerre économique et parfois guerre réelle, dans la germanitude, c'est-à-dire dans un bassin germanophone, avec une culture et un langage relativement commun, mais avec des États indépendants à la base. Et traditionnellement, l'Allemand va essayer de réussir sa vie en soit reprenant l'affaire familiale quand il est l'aîné, on donne à l'aîné, à l'homme, à l'aîné des garçons dans la fratrie, l'outil de travail pour ne pas le briser en morceaux. Alors sous Napoléon, il y a eu l'héritage, on coupait l'héritage, ce qui a affaibli en même temps la puissance la puissance économique du pays, puisque un outil de travail qui a été fragmenté est moins puissant pour s'imposer, que ce soit en France ou dans le monde. En Allemagne, il y a tout le temps cette tradition familiale qui vient, il y a très longtemps, une tradition germanique, de ne pas fragmenter l'outil de production qui est utile au groupe, et de le donner à l'aîné, mais les cadets vont être formés en Allemagne dans une espèce de méritocratie, alors que les gars possèdent la terre, que ce soit un paysan qui possède sa terre, ou un artisan qui possède son outil de travail, son atelier de chaussures, sa forge ou son usine. Donc ça va être donné à l'aîné, mais les cadets vont être formés soit à l'ingénierie, soit
au métier des armes. Hein. Les Allemands aiment beaucoup l'armement. Hein. On les a empêchés de construire des armes. Et là, vous voyez bien qu'avec le nouveau chancelier allemand, il veut relancer une très grande armée, devenir la plus grande armée d'Europe. Ils l'ont dans le sang, nos amis allemands. Donc, puisque c'est traditionnellement, les cadets vont dans l'armée où sont formés un ingénierie, c'est un pays d'ingénieurs, et là, ils vont tenter leur chance dans tous les Länder, dans tous les petits États qui étaient des petits États indépendants, et maintenant qui sont des Länder en Allemagne, hein, même si c'est uni, hein, il n'y a pas de centralisation, tous ces Länder ont une puissance particulière et sont relativement indépendants, même si globalement, il y a un État fédéral. Mais il y a cette mentalité encore là qui fait la puissance de l'Allemagne avec cette méritocratie qui est à la base générée pour les cadets pour ne pas détruire l'outil de production utile au groupe. Donc les cadets sont envoyés à la conquête du pays. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce système de caste. Quand quelqu'un réussit socialement en Allemagne, c'est-à-dire quand il est un bon travailleur, on est reconnu en Allemagne pas par sa naissance mais par son travail et par sa fonction. Et si on est un bon ingénieur, si on est un bon dessinateur, un bon anatomiste, on va être tout de suite reconnu et glorifié quelque part et on aura accès à ce moment-là aux filles des riches qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des mâles pour reprendre l'outil de travail. Alors par exemple, vous êtes un très bon ingénieur qui a fait ses preuves, vous pouvez, même si vous êtes parti d'en bas, être convié à la table d'un patron d'une grosse société industrielle pour être présenté à sa fille, éventuellement la culbuter et faire des petits avec, même si vous venez d'en bas, vous avez prouvé par votre travail que vous êtes efficace. C'est une méritocratie à l'allemande, et c'est glorifié dans leurs contes et légendes, l'histoire du Klein Schneider, du petit tailleur, qui a écrasé 7 mouches d'un coup, et qui se sent fier de ça, et qui part dans les Länder allemands, en se gravant sur sa ceinture 7 d'un coup. On croit qu'il est très fort, qu'il a écrasé 7 géants ou 7 guerriers, et en vérité c'était 7 mouches, mais lui persuadé qu'il est un géant du combat, et là on lui dit mais tenez, il y a des géants, il y a des géants qui oppriment le royaume, le roi, vous qui en avez tué 7 d'un coup, le roi a dit qu'il donnait sa fille à celui qui pourrait éventuellement débarrasser le royaume de ces 2 géants qui rançonnent le royaume, le petit tailleur, s'il a tué 7 mouches, il ne leur dit pas, mais il pense qu'il peut tuer 2 géants. À ce moment-là, il y va, et puis les géants le prennent. Et puis là, il monte sur un arbre, et puis il envoie un caillou sur la tête d'un géant. Le géant qui avait prévu de le manger, il avait pris avec eux pour le manger. Ils dorment tous les deux, puis il envoie un caillou sur la tête d'un géant. Le géant se retourne, il croit que c'est son autre pote, le géant, qui voit un caillou. Il se rendorme, le petit tailleur envoie un caillou sur la tête de l'autre géant se lève, dit « Qu'est-ce que t'as fait encore à m'envoyer des cailloux ?» Puis là, ils se battent et les 2 géants se tuent. Et le petit tailleur revient au château du roi, et dit qu'il a tué les géants et il épouse la fille du roi. Voilà, c'est dans les contes populaires allemands. Et puis c'est comme ça, bien sûr, qu'on glorifie ceux qui viennent d'en bas et qui montent par leur mérite. C'est ainsi qu'un petit caporal, ancien dessinateur, a pu devenir chancelier du Reich par son courage, en étant estafette et médaillé de croix de fer, et ensuite est monté en politique pour le meilleur de l'Allemagne, mais aussi pour le pire. Voilà, mais c'est dans la mentalité allemande, et c'est intéressant de comprendre comment les peuples se forment. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que les systèmes sont différents, que l'Allemagne, elle, n'a pas eu de servage, et que vraiment la France doit combattre son système de caste et de servage, qui était très bien compris et exprimé dans des auteurs comme Balzac, plus récemment comme Proust aussi, qui décrivent merveilleusement ce système français de caste, de mépris de celui qui est en bas, et qui montre, qui pointe justement la faiblesse de la France, ce qui a fait sa stabilité, ce qui a fait sa particularité et sa force, mais maintenant ce qui a fait sa faiblesse. Donc, lisez Balzac,
Lisez Proust, lisez aussi Maupassant avec Bel-Ami, c'est la montée sociale, et lisez aussi Houellebecq, qui pour moi sont les auteurs qui vous décrivent le mieux notre pauvre système français englué dans son système de caste, qui nous détruit, qui nous pourrit, et qui fait que la France s'effondre progressivement dans une globale planète qui, on va dire, ne favorise que les véritables méritocraties violentes et conquérantes. Voilà. Alors, on pourrait parler de l'Italie aussi. L'Italie, ce sont des familles qui tiennent les villes, mais dans la famille, on est de la ville et on peut rentrer dans une famille de riches si on a des qualités, si on a d'abord su séduire la demoiselle, et si on est par son travail et sa valeur acceptable. Il n'y a pas vraiment de système de caste en Italie, il y a des familles qui dirigent, mais tout ça est bien perméable par l'appartenance à un groupe, à un village, et par la valeur de l'individu qui va être accepté dans la famille par l'amour de la fille. Si cet individu a de la qualité, il sera accepté, mais il devra à ce moment-là se soumettre à la famille et à sa hiérarchie. Voilà, petite vidéo du Soir Espoir pour vous parler de ce pauvre pays qui est la France, pauvre pays de mépris, pauvre pays de caste, qui meurt de ce qui a fait sa grandeur d'avant et sa stabilité, car elle n'a pas su s'adapter au monde en mouvement. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.